Bien, reprenons. Merci. Vote numéro 14. Donc, nous allons parler encore de modification de statut de règlement intérieur. Cette fois-ci, nous allons discuter de la limitation des mandats des membres du Conseil exécutif hors président pour nos statuts. Je passe la parole à Johan. S'il vous plaît. Donc, nous passons au vote numéro 14 sur la limitation des mandats dans le temps. Merci. Donc, là, encore une fois, sur le vote numéro 14, il n'est pas question du président, puisque le cas du président est traité par la loi, donc ça sera l'objet d'un vote ultérieur. Là, on est sur la question des autres membres du Conseil exécutif. La question, c'est, et vous l'avez lu encore une fois dans la presse, la question de comment assurer une diversité et une rotation, un turnover suffisamment enrichissant sans dans le même temps tomber vers, à chaque mandat, on vire tout le monde et on prend quelqu'un d'autre. Donc là-dessus, là aussi, c'est une préconisation de la commission d'enquête parlementaire. Alors, la commission d'enquête parlementaire, c'est pas une loi, hein. C'est des députés qui se sont réunis, qui ont fait des préconisations. Donc évidemment, c'est important de savoir que ça n'est pas une loi, mais ça pourrait être intégré à l'avenir potentiellement dans une loi. Donc la situation actuelle, c'est que dans le temps, quelqu'un peut rester indéfiniment au Conseil exécutif tant qu'il est élu par les différents leviers par lesquels on peut être élu aujourd'hui, et donc sur les dispositions que vous avez votées en partie précédemment et que vous voterez en partie après. Là, la proposition qui vous est faite, c'est la limitation à 3 mandats de plein exercice par poste par poste nominatif, donc président, vice-président, secrétaire, trésorier, et 4 au total au sein du comité exécutif, c'est-à-dire au bout de 16 ans au sein du comité exécutif. Le but, c'est effectivement de dire on a apporté tout ce qu'on pouvait et on laisse la place à d'autres. Donc voilà la proposition qui vous est faite, donc c'est les articles qui sont nommés là. On a bien découpé pour que les choses soient très claires par rapport aux premières propositions de texte qui vous avaient été soumises. Maintenant, l'article 4.3.3 est bien découpé en 4 sous-articles pour permettre de traiter les choses différemment. Bien, avez-vous des questions, des remarques sur ce point? Oui, monsieur au fond. Oui, bonsoir, Philippe Laxine, Ligue PACA. Une petite précision, est-ce que c'est limitation pour 3 mandats consécutifs ou dans toute la vie? Pour toute la vie. Il n'y a pas de notion de consécutif. Ok. C'est pareil pour un président, on s'inspire là de la disposition qui s'applique au président, c'est à vie. Un président de fédération ne pourrait pas être président toute sa vie. Ça sera limité à 3 mandats. Et l'idée qui est derrière ça, c'est de dire aussi, tu fais tes 3 mandats de président et puis après tes premiers vice-présidents à vie pour tirer les ficelles. Là, c'est pour ça que le but, c'est dans la philosophie de la loi de cadrer les choses pour tout le monde. Mais il n'y a pas de notion de consécutif. Et est-ce qu'il y a une rétroactivité en fait? Alors la loi, effectivement, sur les présidents, c'est rétroactif. Mais ici? Pareil. Ok. Oui, on a Julien. Prends le micro, Julien. Pardon. Julien Dalmas, toujours. C'est déclinable aux organes déconcentrés, ligues et comités? Non. Question courte, réponse courte. Mais évidemment, là, le groupe de travail sur les statuts types des OD, dans lequel il y a plein de représentants d'OD, pourra être amené à faire cette proposition-là. Mais aujourd'hui, il n'y a strictement rien dans les textes qui vous sont soumis qui s'applique là-dessus aux OD, sur la limitation dans le temps. On viendrait après à la limitation dans l'espace. D'autres remarques? Gilles?
J'ai une question Occitanie. Avec la limitation à 4 mandats, il se trouve que quelqu'un qui sortirait de la Junior Academy ou un jeune qui a 20-25 ans, à 40 ans, il ne peut plus être élu à la fédération. Alors qu'il a pris de l'expérience, il a effectivement acquis et il ne pourrait plus, à vie, rentrer à la fédération. Oui. C'est un peu dommage. Alors qu'on Je cherche pense des qu'il y a des gens bénévoles. qui seraient très contents que je sois limité à 4 mandats. Non, il ne faut pas prendre ça pour toi. C'est qu'effectivement, et il y avait une solution possible, c'était de limiter le nombre de mandats consécutifs. Comme ça sera l'alternative. Voilà. Mais je trouve que la limitation à 4 mandats qui n'est pas demandée est sûrement un peu excessive. La question, c'est quelle image on renvoie encore une fois de dire non, il faut permettre à vie de pouvoir être élu. Il y a plein d'autres leviers pour s'engager. Il y a les instances européennes de badminton, il y a les instances mondiales de badminton, il y a le mouvement olympique, il y a le mouvement paralympique. Il y a plein de manières de servir le badminton autrement que siéger au conseil exécutif. Et d'autant plus que, et je termine et je te repasse la parole Gilles, d'autant plus que c'est pas parce que tu es élu que tu ne fais rien à la fédération. C'est-à-dire qu'on peut te confier des missions sans que tu sois élu pour piloter des cellules de réflexion, des comités de pilotage, des commissions. Enfin voilà, t'es pas radié à vie du monde fédéral. Oui, mais alors je reprends la parole, désolé, mais c'est que si tu veux être dans une instance internationale, etc., si tu n'as pas un petit pied dans l'instance nationale, tu es un petit peu à l'écart et tu n'es pas au fait des choses qui se passent dans la fédération. Donc c'est difficile aussi, bien sûr on peut être reconnu, mais ça pénalise la personne qui pourrait effectivement... Je vais te donner un contre-exemple. Oui. Paul-André Tramier a siégé pendant 8 ans au CNOSF sans être élu à la fédération. Étienne Taubois siège à la BWF sans être élu à la fédération. Oui, donc c'est une trajectoire d'engagement bénévole où le niveau national est un tremplin pour au-dessus. Oui, Valérie. Valérie Contos de la Ligue Île-de-France de badminton. Juste une petite précision là sur la phrase limitation à 3 mandats de plein exercice par poste. VP, TG, SG, 3 petits points de suspension, ça veut dire quoi? TGA, SGA. Et après, il n'y en a plus. Ah c'est pas marqué. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc moi j'estime que ça devrait être marqué. Oui, mais alors c'est pas marqué sur la slide parce qu'il n'y a pas trop la place, mais dans le texte qui vous est soumis, qui vous a été distribué. Non, mais je l'ai vu sur le texte, mais je voulais une précision parce que je voudrais pas qu'il y ait un petit. Eh bien, je vous apporte la précision. Ok, ça me va. Donc encore une fois, c'est par poste. C'est pas une fois que vous avez été 3 fois sur un poste statutaire, vous pouvez plus. Vous pouvez très bien faire 3 fois. Alors on peut être 3 2 fois TGA, 2 fois TG par exemple. Oui, mais c'est 4 maximum. C'est 4 maximum. Oui. Tu pourrais très. Alors, il y a la conjonction des deux. C'est-à-dire tu peux pas faire 4 fois président ou 4 fois vice-président. Ah ouais, mais alors je peux faire 3 fois VP, 3 fois TG, 3 fois SG. Non, parce qu'il y a le deuxième, tu es limité à 4 mandats. Ouais, bah bon. Donc c'est 3 pour chacun des postes et 4 au total. Ok. Et ça sera effectif à partir de là, si c'est voté ou on prend les... Alors, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient concernés là, à l'instant, qui nécessiteraient une désélection automatique à date. Non, mais ce que je veux dire pour la prochaine... Tout à fait, pour les prochaines élections. D'accord, donc, ok. Donc, Pierrot. Christian. Oui, juste Christian Privat, Ligue d'Occitanie. Ce qui me gêne, c'est sur les adjoints. Parce que souvent, les adjoints, on met des gens qui sont en formation. Et du coup, on perd de la qualité. C'est-à-dire qu'il a été adjoint et on lui dit non, tu peux plus continuer parce que voilà, tu étais en formation et allez, tu peux aller ailleurs. Je trouve que c'est un peu gênant d'inclure les adjoints. Tu peux faire 2 mandats comme adjoint et 2 mandats comme principal. Pierre-Emmanuel.
Pierre Panier, représentant des licences S'il vous plaît, individuelles. s'il vous plaît. Juste une petite question technique. L'article 2.8 sur les membres d'honneur n'est pas impacté par cette mesure. Non, Pierre-Emmanuel. Tu es nommé à vie quand tu es membre d'honneur. Excusez-moi. Une petite précision. Et nostra culpa, on peut le prendre que pour moi. Les 3 petits points sont en trop, parce qu'effectivement, si vous prenez le texte, c'est seulement les postes principaux, trésorier, secrétaire général, qui sont concernés, et pas les adjoints. Mais alors, personne, il n'y a pas de question bête. J'ai jamais dit que votre question... Nicolas, tu peux nous supprimer les 3 petits points, s'il te plaît. Je dis toujours à mes étudiants, il n'y a aucune question bête, il y a que des gens qui regrettent de ne pas avoir posé de questions, donc il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y a pas de limitation SGA, TGA. Voilà. Je propose qu'on passe au vote. Donc vote numéro 14 sur la limitation des mandats du Conseil exécutif hors président. C'est un vote statutaire, donc il ne sera adopté qu'à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. L'abstention n'est toujours pas prise en compte dans le calcul de la majorité. Le vote est secret, le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc le vote est rejeté à 54,4% de pour, 291 voix, 45,6% de contre, 244 voix, la règle des 2/3. Donc le vote est rejeté. Comme annoncé dans la note, on passe sur un vote alternatif sur ce vote numéro 14. Puisqu'il a été proposé en Conseil exécutif une deuxième proposition qui n'avait pas été retenue pour être soumise au vote, mais qui était retenue pour être une alternative. Donc on va attendre on attend une petite manipulation technique. Donc le vote alternatif est un vote sur la limitation à 3 mandats consécutifs et pas de limitation à vie. Donc c'est juste 3 mandats consécutifs. Donc le temps de faire la manip. Donc 3 mandats de plein exercice consécutifs. Donc vous pouvez faire une pause et revenir. Oui, Magali, oui. Donc on appellera ça l'amendement Magali s'il est adopté. Est-ce qu'il y a des... Donc ça c'est le vote alternatif. Le 14 ayant été rejeté, on passe au 14 bis. Tout a été soumis au ministère avant de vous le soumettre. Alors, il faut lever la main pour... Oui, Jean-François Ninat, Occitanie. C'est pour ce vote-là et celui qu'on vient de faire, c'est pourquoi limiter alors que quelqu'un qui se présente après, c'est soit l'AG de dire on n'en veut plus, donc c'est comme ça qu'en fait on peut limiter, et soit un comité exécutif ou un conseil exécutif, c'est pareil, si quelqu'un se présente et
le Conseil ne veut pas qu'il soit de nouveau trésorier ou de nouveau, c'est là où la limitation se joue. C'est pas forcément de sortir, d'avoir un article dans les statuts pour limiter obligatoirement. 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est sur les conclusions des 2 rapports que j'ai cités tout à l'heure, qui pointent du doigt un entre-soi dans le monde du sport. Et donc c'est envoyer un message fort sur le fait que chacun est libre d'apporter toute son énergie pendant 16 ans. Alors donc ça ne compte plus, hein. Là c'est pendant 12 ans, faire une pause et revenir encore 12 ans. Deuxième élément de réponse, sur une liste, si tu adhères à un projet, tu vas, à tes souhaits Florent, tu vas pas voter pour le projet, mais dire je raye les noms 3, 4, 5 de la liste. Tu prends la liste dans son ensemble. Donc ton argument qui est de dire l'AG décide, l'AG ne va pas refuser un beau projet en quel elle croit parce qu'il y a quelques personnes dessus qu'elle ne veut pas voir élire. Merci. Valérie Contos de la Ligue Île-de-France. Une petite question, parce que tu nous dis de faire une pause. Alors, est-ce qu'on peut préciser la pause 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, juste sur le mandat d'après? Un mandat de plein exercice. On reste 4 ans au repos et 3 ans minimum. 3 ans minimum, hein. C'est bien. Au moins ça. Laurence Lequedic, Ligue Île-de-France. Si j'ai bien compris, si on refuse cet amendement, que j'appellerai pas l'amendement Magali, mais l'amendement Poutine, si on refuse, c'est quoi l'alternative? On reste... Aucune limitation. Ah, donc on a le choix entre Poutine et Poutine, en fait. D'accord, merci. On n'a pas prévu de 14 terres. Donc le 14 terres, c'est le statu quo. On a 2 remarques, oui. Laurent Pastorino, Ligue PACA. Est-ce que sur ce 14 bis, il y a la rétroactivité aussi? Tout à fait. Donc ça veut dire que dès la prochaine élection, ceux qui ont déjà 3 mandats ne peuvent plus faire partie des listes, c'est ça? Tout à fait. Okay, merci. Raphaël. Raphaël Aura, pour répondre aux commentaires, il suffit de ne pas élire les personnes qu'on veut. C'est facile à dire, mais il y a quand même des chances que, à force d'écœurer tous les bénévoles, il n'y ait qu'une seule liste. Et si la liste ne nous plaît pas à des candidats qui répondent à ces critères-là, des personnes qui veulent lutter pour leur pouvoir, rester là pendant longtemps et influencer, eh ben on n'a pas d'autre choix que de voter pour eux ou s'abstenir. Donc personnellement, je trouve que c'est important de mettre dans le marbre ce critère-là, d'assurer une bonne rotation des élus et de donner l'exemple en tant que fédération. Et j'avoue honnêtement que le déroulement de cet AG me donne pas forcément confiance sur notre capacité à être exemplaire. Donc j'aimerais vraiment vous inciter à essayer de prendre ce point de vue en compte. Merci. Bien, je vous propose de passer au vote. Donc, limitation des mandats des membres du Conseil exécutif à 3 mandats consécutifs, tout poste confondu hors présidence. Là aussi, adoption à la majorité des 2 tiers requises. Le vote est ouvert. Il faudrait nous mettre le tableau des votes. Nicolas, l'écran de Pierre.
Tout le monde a voté. Alors, Très bien, donc le vote est clos. Et la proposition est rejetée pour 59,3%, 316 voix, contre 40,7%, 217 voix. Le vote numéro 15 traite de la limitation des mandats cette fois-ci dans les... Oui, Julie? Il y a une main levée. On va peut-être présenter d'abord le vote suivant. Ligue PACA. Julie Couture, je suis sur la Ligue Sud. Petite question, c'était sur le truc d'avant, mais parce que ça nous est venu comme ça en discutant. Dans ce cas de figure-là, pour les filles qui ne sont pas très nombreuses et à qui on demande toujours d'être là, les peu qui sont investis, ça veut dire que finalement on les enlève aussi. Oui, non, mais je sais que ça n'a pas été voté, mais c'est parce que la réflexion, c'était pour la réflexion aussi. Ce sera consigné. Bien, alors on va passer au sujet suivant. Donc, Johan. Donc le vote numéro 15, s'il vous plaît. Et sur sujet, désolé Johan, enfin je sais pas où, président. Sur sujet, on est dans une assemblée générale, je ne l'ai pas évoqué ce matin, hein, mais le vote sur les fameux 3 postes féminins vacants, il a été organisé, pas organisé? Je sais pas, c'est une simple question de délégué qui pourrait mériter d'avoir des informations. Des fois, j'en pose des neutres, il n'y a pas de... Des fois, j'en ai pas posé beaucoup, mais... Alors en fait, il y a un appel à candidature qui a été ouverte sur les 2 AG, à la fois celle de mars actuelle et celle d'avril, qu'on a fait un article sur le site internet, c'était inclus dans la newsletter qui a été diffusée, dirigeant, et on a donné en fait des dates limites de candidature à chaque fois. Donc forcément, puisque vous savez qu'il y a toute une procédure à mettre en place, et on a reçu aucune candidature à date pour cette assemblée générale. S'il y avait eu candidature validée par la CSOE, on aurait donc eu une élection partielle à cet AG. Alors, elle a été diffusée sur le site internet et après elle est passée dans la newsletter on pourra renvoyer les éléments. Alors, il me semble qu'on avait communiqué à la dernière Assemblée Générale de novembre sur le fait que l'appel à candidature allait être ouvert sur les 2 prochaines AG. Je me rappelle, c'était même, je crois, dans le discours introductif de Johan, ou dans la clôture, ou dans les 2. Mais l'information a été communiquée à tous les délégués lors de l'AG partiel du 18 novembre. Bien, passons au point 15. Le vote numéro 15 traite de la limitation des mandats dans l'espace. Donc la situation actuelle, les incompatibilités, c'est on ne peut pas être président SGTG de la FFBAD et président de ligue, de comité ou de ligue, et on ne peut pas être VP SGA, TGA de la FFBAD et président de ligue et de comité. La proposition est de ne pas permettre le cumul de mandats en ligue, en comité, en club avec la fédération.
Pardon, non, c'est parce que... Oui, enfin bon, vous avez lu la diapo, donc je reprends. Vous ne pouvez pas être à la fois président ou VP, ou SG, ou SGA, ou TG, ou TGA de la FFBAD, et président VP SG TG d'une autre association. Tout à fait. Alors, si vous voulez prendre la parole, merci de lever la main et de vous présenter. Donc il n'y a pas SGA, TGA en Ligue Comité Club. Cécile Laforêt, Ligue Nouvelle-Aquitaine. Moi, je voudrais poser la question du cumul des mandats entre celui de membre du comité exécutif et celui de délégué de Ligue. J'ai interpellé la commission d'éthique et de déontologie à ce sujet au début de l'année 2023. Elle m'a répondu que si les statuts actuellement ne le prévoient pas, ce serait une bonne chose que ce soit réfléchi et que ça puisse être intégré dans une modification. Pourquoi est-ce que ce point ne figure pas dans les propositions qui nous sont faites aujourd'hui? Alors, ce n'est pas le point qui est là soumis au vote, mais je vais quand même répondre à ta question. Voilà. Il m'a semblé que c'était le point plus pertinent pour aborder ce sujet, puisqu'on parle de non-cumul des mandats. Tout à fait. Donc, effectivement, ce qu'a dit la commission éthique et déontologie, soit Émilie, soit Nicolas, pour synthétiser exactement ce qui a été dit. En fait, la commission éthique et déontologie, elle a simplement recommandé aux instances de la fédération de mener une réflexion sur ce sujet-là. Elle n'a pas invité à statuer dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ce qui a été fait au cours des différents conseils exécutifs de décembre et de janvier, où toutes les incompatibilités ont été balayées. Et voilà, donc la CED a statué en ce sens. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'éthique et de la déontologie sur ce sujet-là. Et pour aller plus loin, si effectivement on le fait pour la fédération, ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge en dessous. C'est-à-dire si la population des AG de Ligue, donc c'est des représentants départementaux des clubs, ça veut dire qu'on leur interdirait aussi d'être élus à la Ligue. Or, ça a été dit tout à l'heure par certains d'entre vous, ceux qui candidatent, que ce soit aux AG de Ligue ou aux AG de comité, c'est quand même les représentants qui viennent. Donc ça voudrait dire que si on adopte cette posture-là, qui peut s'entendre, moi j'ai pas de religion sur la question, mais il faut être cohérent, et donc il faut l'appliquer en dessous, et ça va devenir compliqué de trouver des candidats qui ne soient pas eux-mêmes délégués dans les CA de Ligue et de comité. Voilà, aujourd'hui, on a été élus, pour un certain nombre dans la salle, on a été élus représentants régionaux des clubs, on a été élus à Tessoigui, on a été élus au conseil exécutif, les gens le savaient, on a toujours été transparent là-dessus. On n'a pas piégé les gens. Donc voilà, tout le monde connaît cette situation-là. Le groupe de travail et le conseil exécutif n'ont pas fait le choix de rajouter ce point-là parce que derrière, dans les ligues et les comités, si on l'appliquait, la cascade serait très compliquée. Et donc voilà. Je n'ai pas plus de réponses là-dessus. Et Jean-Christophe. Là aussi, juste un petit benchmark sur ce qui se fait dans les autres fédérations. On trouve de tout. On trouve de tout. On trouve des fédérations qui interdisent strictement le cumul délégué à l'AG et mandat dans les exécutifs régionaux départementaux. Il y en a qui n'interdisent rien, de fait, comme aujourd'hui c'est le cas. Il y a aussi des fédérations qui obligent à être élus dans le comité départemental du département ou de la région pour pouvoir être ensuite délégué à l'Assemblée générale de la fédération. J'allais dire, chacun voit midi à sa porte. Là, d'abord, il n'y a aucune obligation particulière au plan légal. Ça, c'est à l'appréciation de chaque fédération de se donner les règles qu'elle souhaite. Christian Privat, Ligue d'Occitanie. Moi, ça m'a toujours choqué le fait d'interdire le club. Parce qu'un président, pourquoi l'interdire de rester président de club ? Ça m'a toujours un peu gêné cette position d'interdire des membres d'une fédération d'être président de club. Que comité et ligue, ça me gêne, je comprends, mais club.
c'était déjà le cas. Moi, quand j'ai été élu président de la Fédé, j'ai dû démissionner de la présidence de mon club. Je ne sais pas comment humainement j'aurais pu trouver le temps de gérer les deux. Oui, de club. C'est méprisant, hein, Christian. Bien, je vous propose qu'on passe au vote. Ah non, il y a plein de mains levées. Ah, il y a des mains, j'ai pas vu. Laurent Pastorino, Ligue PACA, avec l'inversion du calendrier qu'on a voté précédemment, les délégués qui vont voter, enfin les représentants qui vont voter l'équipe fédérale pourront être remplacés au niveau des AG électives, ligues et comités. Je me trompe ? Non, si j'ai bien compris ta question, là en fait la non-reconduction va être faite naturellement, c'est ça que tu dis? Ça sera lors des assemblées des ligues et des comités qui chargent au comité et ligue de ne pas réélire les représentants qui ont été élus dans l'équipe fédérale, par exemple, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, mais c'est exactement comme la limitation dans le temps. C'est-à-dire, il y a ce que les gens votent, et puis dans les ligues et les comités, il y a des fois, tu n'as pas beaucoup de gens qui lèvent la main pour être candidat au conseil d'administration. Tout à fait. Mais s'il y a pléthore de candidats, ça permettrait de charge aux ligues de bien voter. Tout à fait, mais... D'autres remarques? Oui. Moi, c'était juste pour revenir sur les délégués, toujours Alexandre, Pays de la Loire. Si je vais dans le sens de Cécile, et j'ai pas de doctrine dans le sujet, mais avec l'évolution du corps électoral, ça voudrait dire que les membres peuvent pas être non plus représentants de comité, peuvent pas être non plus représentants de club. Là, ça va faire un monde considérable qui va sortir de la capacité à se porter candidat à la FED. Puisque, effectivement, les AG électives comprennent beaucoup de délégués à tous les niveaux. Oui, on avait David devant. David Angelat, Ligue Occitanie. Juste une petite précision. On est d'accord, ma question va être sans doute bête, on est d'accord que c'est du moment où la personne est élue. On peut avoir un président de club ou de comité, peu importe, de ligue, qui ferait acte de candidature, il démissionne si cette proposition est adoptée, au moment où il est élu. C'est pas un prérequis pour être candidat, c'est juste ça la question. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais ce qui est sûr, c'est que là, le calendrier électoral étant inversé, les élus de la Fédé seront connus de tout le monde, ils ne pourront pas candidater sur des postes président SGTG dans leur ligue, leur comité ou leur club. Ils pourront être au CA par contre. Ils pourront être au CA. D'accord, ok, merci pour la précision. Mais je ne sais pas si j'avais bien compris ta... Merci, Cécile Laforêt. Le sujet, c'est pas d'interdire un délégué d'être candidat dans une instance dirigeante, c'est qu'il renonce à son mandat de délégué une fois qu'il est élu. C'est un principe de base, en fait, de séparation des pouvoirs. Voilà. On n'imaginerait pas aujourd'hui qu'un député de la République, il conserve son mandat de député s'il devient ministre, en fait, s'il abandonne son mandat de député. C'est la même chose, c'est le principe de base de séparation des pouvoirs. En fait, pour répondre directement à la question de monsieur, je vous relis juste, il est très court, hein, le 4.11.3, sont incompatibles avec le mandat de président, secrétaire général, blablabla, les fonctions de président, secrétaire général, blablabla. Ça veut effectivement dire qu'on ne peut pas être en même temps dans les deux positions. Si on est dans une position et qu'on a envie d'être dans l'autre, on se porte candidat, et une fois qu'on est éventuellement élu dans la deuxième position, on choisit. Alors qu'il y a des cas d'incompatibilité où on ne peut pas être candidat. Par exemple, un CTS placé auprès de la fédération par l'État, lui, il ne peut pas être candidat, de toute façon. Tout à fait, et il ne vote pas non plus. Je voudrais juste revenir sur un point historique, hein, parce que cette disposition-là, elle existe de tout temps à la fédération. Il a toujours été possible d'être élu et représentant régional des clubs. C'est pas nouveau.
voilà, je fais juste cette remarque-là, parce que là, on a l'impression que on ne prend pas en compte ça, mais aucune des équipes précédentes, dans ces modifications de statut, n'a jugé bon de l'intégrer. Je fais juste cette remarque-là. Bien, passons au vote. Donc, vote numéro 15 sur le non-cumul des mandats entre les différents échelons fédéraux. Donc, c'est un vote à la majorité des 2/3. Les abstentions ne sont toujours pas prises en compte dans le calcul de la majorité. Le vote est ouvert. Il manque 4 personnes. Il reste toujours 4 personnes qui n'ont pas voté. Je laisse encore 15 secondes. Voilà, 2 personnes. Le vote est clos. Le vote est rejeté. Pour 63,2%, 330 voix, contre 36,8%, 192 voix. Majorité des 2/3. Vote numéro 16. On passe au vote numéro 16, s'il vous plaît. Il nous reste 5 votes. 5. Bah, on en a déjà fait 13, Valérie, depuis ce matin. Donc, un sujet qu'un certain nombre d'entre vous attend avec impatience depuis longtemps. Donc pour rappeler, cette démarche-là donc a été engagée il y a un certain temps. Vous avez eu dans les documents qui vous ont été transmis la restitution intégrale de tous les travaux autour de la question de l'objet social de la fédération. On a tenu, puisqu'on s'y était engagé en mai 2023, à vous fournir cette restitution intégrale. Donc sur la partie rédaction de la raison d'être et des objectifs sociaux, sportifs et fédéraux, vous avez l'intégralité des éléments qui vous ont été donnés, en particulier les contributions d'un certain nombre
d'acteurs. Certains dans la salle ont participé aux ateliers qui étaient animés par Pascal Bilstein autour de cette question-là. Savoir quels étaient les mots du badminton, alors les mots MOTS, et de savoir comment est-ce que, en une phrase, vous pourriez dire à n'importe qui, quand vous le rencontrez, pour lui dire, bah voilà, le rôle de la fédération, c'est ça, le travail était comment est-ce qu'on le formulerait. Donc il y a eu toutes ces contributions-là dans cette note pour arriver à la fin à la formulation que vous avez approuvée l'année dernière en Assemblée Générale. Et donc là, la question aujourd'hui, c'est est-ce que la raison d'être que vous avez approuvée l'année dernière, on l'inscrit ou pas dans les statuts? La question, c'est celle-là. Pour ça, donc on s'est appuyé sur ce travail d'intelligence collective avec plein d'acteurs, des salariés, des bénévoles de tous les niveaux jusqu'au club, et aussi des acteurs qui ne sont pas dans le badminton, pour savoir quelle image on renvoie finalement, nous, badminton fédérés, par rapport aux autres fédérations qui proposent du badminton, par rapport aux clubs qui sont affiliés à personne, et par rapport aux autres sports. Donc il y avait une vraie réflexion sur ce qui nous différenciait. Tous ces travaux-là ont été soumis au ministère des Sports, et le ministère des Sports a dit qu'il n'y avait aucun problème avec ces formulations. Depuis, les choses ont avancé. La première chose dont il faut tenir compte, c'est effectivement, on va vivre cet été, tous ensemble, au-delà de tous les clivages politiques, je l'espère des grands moments, on les vivra même demain sur la finale de Christo. Et dans le même temps, il y avait une promesse importante du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était la question de l'héritage. C'est-à-dire, après les Jeux, est-ce que le sport va être mieux considéré qu'avant les Jeux? Aujourd'hui, factuellement, le budget du ministère des Sports est le plus petit budget. Dans l'ordre protocolaire, jusqu'au 31 décembre 2023, le ministère des Sports était le dernier, 17e. Là, il a connu quelques évolutions. Je ne reviendrai pas sur ces troubles politiques-là. Mais c'est un fait. La question, c'est aujourd'hui, la dimension spectacle du sport est très présente dans la presse. Ce que vivent au quotidien dans les clubs nos 204 000 licenciés, excusez-moi. Ce que vivent nos 204 000 licenciés dans les clubs, la presse n'en parle jamais. Donc c'était le défi qui nous était lancé à nous, monde du sport, de manière générale, sur comment est-ce qu'on allait faire bouger les lignes, en activant plein de leviers différents. 2024 a été décrété grande cause nationale, la promotion des activités physiques et sportives. Là-dedans, vous y retrouvez le sport santé, vous y retrouvez le sport éducation, vous y retrouvez le sport inclusion, c'est-à-dire exactement ce qui est dans le projet fédéral depuis très longtemps. Voilà, l'éco-responsabilité, l'inclusion, c'est des choses qui ont existé de tout temps et qu'on a voulu porter plus fortement dans le projet fédéral. Donc cette grande cause, elle fait écho à ce qu'on a porté. Les 1000 emplois socio-sportifs qui sont lancés par le président de la République, ils sont exactement là-dessus. Ça fait 3 ans qu'on prépare le terrain, avec les équipes de Hugues et de Martine maintenant, et je remercie Martine, si vous ne la connaissez pas, c'est la personne qui est debout au fond de la salle. C'est effectivement de préparer le terrain pour que nos clubs soient prêts à aller chercher ces 1000 emplois socio-sportifs. Et vous le voyez, dans les 3 axes de cette grande cause nationale, il y a évidemment mettre le sport au cœur de toutes les politiques publiques. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 10 ministères différents. Et inciter les Français à faire davantage d'activités physiques et sportives. Or, il faut qu'on leur donne envie. Il ne suffit pas de décréter « faites du sport, c'est bon pour la santé » pour que les gens en fassent. Sinon, il y aurait 70 millions de sportifs en France. Or, on est 17 millions de licenciés et 30 millions de sportifs réguliers. Il y a les questions du
réseau des clubs sportifs engagés, donc qui est lancé avec le ministère des Sports et le ministère du Travail, pour recenser tous ceux qui travaillent sur l'inclusion professionnelle par et dans le sport. Et puis le dernier axe, qui est nouveau, qui a été annoncé en décembre par la ministre, c'est donc le projet de rédiger une grande loi sur le sport à la fin 2024. Alors évidemment, des grandes lois sur le sport, on nous en a annoncé régulièrement dans l'histoire de la politique du sport en France. Dans le même temps, voilà, là, cette loi héritage, il y a un alignement des planètes pour qu'elle voie le jour. La question, c'est comment on veut y contribuer. Et surtout, dans les propos de la ministre, en annonçant cette loi cadre, c'est de dire l'avenir des fédérations, c'est de devenir fédération à mission. Évidemment, la ministre ne sera peut-être plus là après les Jeux, donc peut-être que ça ne sera plus porté. Aujourd'hui, c'est elle qui est en place. La question, c'est comment nous, on se positionne, une position avant-gardiste, comme la fédération l'a toujours été, où, voilà, on sait qu'aujourd'hui, tout est bien en place dans le badminton et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le choix, il est là. Le choix, encore une fois, ça serait trop simple de dire c'est juste le caprice de Johan. Ça, ce texte-là, on pourrait l'inscrire tel quel dans les statuts. Et ça serait plus simple, certainement, parce que le travail qu'on vous a proposé, c'est un travail qui a mis à contribution plein d'acteurs du badminton, mais c'est perçu comme une vision politisée du sport. Ça dit exactement la même chose. Ça, c'est le code du sport. C'est le premier article du code du sport. Il dit exactement ce qu'on dit dans la formulation que vous avez validée l'année dernière. C'est-à-dire que le sport, c'est autant se faire plaisir dans la compétition que de faire plaisir dans tous les autres aspects du sport. Et donc Thierry, pour répondre à un écrit que tu as fait, là le but c'est pas de remplacer le badminton comme finalité par le badminton comme moyen. Certainement pas. Et on a toujours été clair là-dessus. La performance sociale, elle ne vient pas remplacer la performance sportive. Ou alors tous les moyens qu'on a investis depuis 3 ans dans ce projet de performance sportive n'existent pas. Donc le but, c'est de faire cohabiter le moyen et la finalité. C'est de faire cohabiter ceux qui veulent faire de la compétition et ceux qui veulent juste s'amuser, même sans compter les points, même s'ils ne sont pas dans des clubs. Donc, voilà, on aurait très bien pu juste prendre l'article 1 du Code du sport. On l'a juste écrit différemment. On n'a pas réinventé des choses, c'est de l'existant, mais mis à la sauce des acteurs du badminton qui vous ont proposé ça. Le avant, si vous prenez les statuts aujourd'hui, voilà, l'objet de la fédération et les objectifs, c'est une page complète avec plein de choses dedans, c'est un fourre-tout, qui vont de, évidemment, fédérer pour une fédération, favoriser la création de nouvelles associations, organiser, contrôler et coordonner la pratique, organiser les compétitions, former, défendre les intérêts du badminton, permettre l'accès de tous à la pratique, la lutte contre les discriminations, l'éthique, la déontologie, l'application des règles de la BWF et la question de la responsabilité sociétale des organisations. Ça, c'est l'article 1, aujourd'hui, de la fédération. Nous, ce qu'on a voulu, c'est trouver une formulation qui parle plus. Aujourd'hui, dans nos 204 000 licenciés, combien se disent à la lecture de la première page des statuts de la fédération « Ah oui, je me retrouve complètement là-dedans, je comprends tout ». Ce qu'on a souhaité vous présenter, c'est une formulation qui soit plus facile à partager et qui fédère autant les non-compétiteurs que les compétiteurs. La formulation, de toute façon, vous la connaissez, puisque vous l'avez votée l'année dernière. Impacter positivement les trajectoires de vie grâce au potentiel multiple du badminton, grâce au potentiel du badminton et ses pratiques multiples à travers les territoires. Tout ce qu'il y a en dessous, les objectifs sportifs, c'est les mêmes qu'avant. On ne les a pas changés. On les a réécrits différemment, en particulier pour tenir compte de la liste des disciplines qui sont dans notre contrat de délégation, et ça, on doit le faire. Donc même si vous rejetez cette résolution, il y aura une résolution alternative parce qu'il faut qu'on intègre ces dispositions-là sur les objectifs sportifs. Donc là, on organise bien les pratiques, compétitives ou non. La question de l'accessibilité, la question du rayonnement de la France et de ses territoires à travers les résultats sportifs et créer les conditions optimales de la performance.
Sur les objectifs fédéraux, c'est évidemment fédérer, accompagner, animer le réseau de toutes les associations qui cochent les 3 cases qui sont là. C'est-à-dire tous ceux qui ont pour objet la pratique ou la promotion du badminton. Et puis il y a le dernier, qui fait écho au code du sport que je vous montrais juste avant, sur la question de qu'est-ce que chaque individu va trouver dans la fédération, dans sa pratique du badminton. Le fait d'avoir un parcours engagé, de se former et de porter des projets. Il y a la question de l'innovation, et encore une fois, on nous dit vous prétendez tout inventer. Non, le badminton, il est innovant depuis des années. C'est juste qu'on veut rendre grâce et mettre en valeur dans nos statuts qui sont le marbre, ce que font nos clubs historiquement. Et donc, encore une fois, Thierry, c'est pas au gré du vent, au gré des politiques qui passent, c'est le code du sport. C'est ce qu'il y a de plus marbre dans la vie des fédérations. Et le dernier point, évidemment, c'est la question de l'exemplarité. On l'a évoqué tout à l'heure. On doit être exemplaire. Certains disent, oui, mais c'est pas grave. La société, elle n'est pas exemplaire. Et le monde du sport, il a les mêmes travers que le reste de la société. Et pourtant, si on veut changer la place du sport en France, il faut qu'on ait une exigence de plus d'exemplarité que la société. Et ça, il faut qu'on l'écrive et il faut qu'on le porte tous ensemble. Ceci étant dit, avez-vous des remarques, des questions sur cet article-là ? Chacun a déjà sa religion sur les questions. Non, monsieur. Marcel. Bonsoir, Marcel Morel d'Occitanie. Tu as parlé d'alternatives à cette proposition, notamment par rapport aux délégations du ministère. Qu'est-ce que tu voulais... qu'est-ce qui est prévu là-dessus? Alors, comme c'est marqué dans la note qui vous a été transmise, en cas de rejet de cette résolution-là, ce qui vous sera proposé, c'est l'article, alors c'est 1.1.2, donc les objectifs sportifs, 1.1.3, les objectifs fédéraux. Vous avez la question sur l'exemplarité, la question des chartes éthiques et déontologie. Donc voilà, donc, je les connais plus par cœur. Émilie, si tu peux juste rappeler l'alternative. Donc en gros, ce qui n'est pas soumis au vote, c'est la raison d'être et les objectifs sociaux. Sinon, tout le reste est maintenu. Oui, donc article 1.1.2, objectifs sportifs avec intégration de l'ensemble des disciplines mentionnées dans le contrat de délégation. 1.1.3, objectifs fédéraux d'accompagnement des structures affiliées. 1.1.4, uniquement le dernier alinéa relatif à l'intégrité des personnes et des compétitions. 1.1.5, promotion des disciplines, défense des intérêts, partie civile. 1.1.6, respect de la charte de déontologie établie par le CNOSF. Tout à fait. Enfin, non, vous avez toujours la possibilité de rejeter. Par contre, ça nous mettra en difficulté vis-à-vis du ministère sur la question de la liste des disciplines qui sont dans le contrat de délégation. Je vous propose de passer au vote. Vote numéro 16, réécriture de l'objet social. Donc c'est un vote statutaire. Donc l'adoption doit se faire à la majorité des 2/3 des suffrages valablement exprimés. Le vote est ouvert. Reste 7 votants. 3. Le vote est clos. La proposition est rejetée. Pour 58,6%, 303 voix contre 1,4%, 214 voix.
Nous passons donc à la formulation alternative. Bien, vote numéro 16 bis, validation des articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.6 des statuts, ainsi que le dernier alinéa de l'article 1.1.4 des statuts. Là aussi, adoption à la majorité des 2/3. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le vote est ouvert. Encore 11 personnes. Trois personnes. Allez. Allez, 3 personnes là, s'il vous plaît. 2 personnes. Une personne. Une personne. Le vote est clos. Je ferme le vote? Oui, le vote est clos. Donc, la proposition est adoptée. 377 voix pour, 75,2%, contre 124, 24,8%. On passe au vote numéro 17 sur les dispositions relatives à l'instance de contrôle. Donc l'instance de contrôle, qui s'appelait Haut Conseil jusqu'à aujourd'hui et qui, compte tenu du vote précédent, continuera de s'appeler Haut Conseil à l'avenir, il n'a jamais été question de supprimer l'instance de contrôle. Jamais. La question était de faire évoluer sa composition, faire évoluer ses missions. Et donc, là, ce qui vous est proposé, c'est au regard de l'Olympiade qui est passée, puisque il y avait la question d'un mandat de 2 ans, qui paraissait trop court. Donc, c'est étendre la durée du mandat. On a réuni, puisque le Haut Conseil était présent dans les statuts et dans le règlement intérieur, on a tout passé dans les statuts. Et après, il y a la question de la prise en compte du fait que la composition du conseil exécutif évoluait, puisqu'il y a un certain nombre de collèges qui étaient présents dans le Haut Conseil, qui maintenant vont être présents dans le conseil exécutif, donc pour éviter de faire doublon. Et puis il y a la question du positionnement de cette instance de contrôle, qui est là pour vérifier qu'il y a une adéquation entre l'objet social que vous venez d'approuver et la politique qui est menée. L'instance de contrôle, elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour mettre des notes et pour donner un avis politique
au projet qui est mené. Donc, encore une fois, par rapport à ce que vous avez reçu, donc, le comité de mission disparaît des textes, on revient à l'appellation au Conseil, et donc là, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution de la durée du mandat et sa composition. Donc aujourd'hui, on était à 14 membres, avec des binômes mixtes par collège sur 7 collèges. Et donc sur ces 7 collèges, il y en a 3 qui seront désormais présents au comité exécutif. Donc l'idée était de dire, faisons évoluer sa composition pour éviter de doublonner. Et donc ce qui vous est proposé là, c'est de garder une représentation d'élus historiques de la fédération, président, secrétaire, trésorier, d'avoir les clubs, parce que selon nous, les bénéficiaires du projet fédéral, c'est les clubs. Donc il est logique qu'ils soient là pour évaluer, puisque l'instance de contrôle, elle évalue et elle contrôle l'action du comité exécutif, et donc que les clubs puissent être représentés aussi. Les salariés de la fédération, donc je sais que ça surprend certains que des salariés puissent être dans une instance de contrôle. Ça se fait dans beaucoup de structures, et que ce soit des entreprises à mission, certes, mais aussi il y a d'autres structures dont les salariés sont présents dans la gouvernance, les sociétés coopératives d'intérêt collectif par exemple. C'est la question du positionnement des salariés par rapport aux élus. Le salarié, c'est pas juste un exécutant. Le salarié, c'est une partie prenante majeure de la vie de nos associations. Et évidemment, sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Mais sans professionnels, il n'y a pas de fédération au niveau où on est. Et aujourd'hui, les salariés, ils sont là aussi pour apporter cet envers du décor qu'il n'y avait pas dans la composition actuelle du Haut Conseil. Le Haut Conseil a auditionné beaucoup de gens, que ce soit des élus ou des professionnels ou des acteurs des territoires. Là, l'idée, c'est que les professionnels ils soient dans cette instance-là pour retranscrire ce qui est la vie de l'équipe professionnelle à la fédération. Alors des salariés, puisque les CTS, eux, n'ont pas le droit. Donc voilà, et puis des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des gens qui viennent en dehors du monde du badminton pour aussi apporter un regard extérieur sur, encore une fois, l'action et l'adéquation de l'action du comité exécutif avec son objet social. Donc voilà la composition qui vous est soumise, donc avec un mandat de 4 ans, mais pas un mandat de 4 ans où tous les 4 ans on repart de zéro. L'idée c'était de faire un tuilage, de dire tous les 2 ans, on renouvelle la moitié. Donc ce qui permet d'avoir des mandats longs, enfin plus longs que 2 ans, mais par contre d'avoir un tuilage entre ceux qui sortent et ceux qui rentrent, et donc de faciliter et de pas, au début du mandat, prendre du temps pour tout repartir de zéro. Donc voilà, c'est des binômes mixtes dans l'ensemble des collèges, à l'exception du collège des anciens présidents SGTG, parce que c'est une réalité. Les anciennes présidentes, il n'y en a pas, et les anciennes trésorières et secrétaires de la fédération, il y en a, mais pas beaucoup. Encore une fois, c'est des mandats de plein exercice. Donc il faut avoir fait au moins 3 ans sur son poste. Typiquement, Sarah et Sandrine n'auront pas fait 3 ans à leur poste, donc ne seront pas éligibles sur ce collège-là. Une remarque devant. Oui, Christophe Holman, Ligue Occitanie. Moi, j'ai pas saisi ou j'ai pas bien entendu le tuilage tous les 2 ans, mais ce tuilage, il va durer combien de temps? Donc, alors pardon si c'était pas clair. Donc il y a 4 collèges. Oui. Tout le monde fait un mandat de 4 ans. À part les premiers, ils feront qu'un mandat de 2 ans. Voilà. Et donc, par exemple là, l'instance de contrôle est lancée en 2024.
on pourvoit les 4 collèges. En 2026, on ne va renouveler que 2 collèges. Donc les collèges clubs et fédés restent, les collèges salariés et personnalités qualifiées sont renouvelés. En 2028, c'est l'inverse. Donc on fait 2 collèges, et puis 2 ans après, on fait les 2 autres collèges. Oui, c'est pas vraiment ce que j'appelle un tuilage par collège, parce qu'un tuilage par collège, ça voudrait dire que, par exemple, les personnalités qualifiées, 2 autres personnes arrivent, et puis... Alors, pardon si le mot n'est pas... C'est un tuilage entre les collèges. Donc, désolé si c'est pas le terme adéquat. Juste une s'il vous plaît. David Angelat, Ligue Occitanie. Donc moi, dans ma structure, on a un équivalent, et je suis au moins, en tant que membre du personnel, élu à une instance équivalente. Et est-ce qu'il y a des mesures envisagées de protection? Parce que, alors, je suis peut-être choqué, mais paradoxalement, on n'est pas sous pression, parce que les gens disent oui, s'il y a des salariés, les dirigeants de la fédération vont leur mettre la pression pour qu'ils aillent dans leur sens et que le contrôle soit bidonné. Mais la vraie pression, c'est en fait des collègues qui confondent tout, qui pensent que c'est un moyen d'exprimer par en direct des mécontentements, etc. Et donc, nous, on est en train de réfléchir à un moyen entre guillemets, de bien protéger les salariés qui représentent, parce que c'est pas si simple que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Tout à fait. Très bonne remarque, et on sera évidemment preneur des retours d'expérience de ta structure. Après, c'est la même chose sur le CSE, où donc le conseil social et économique à l'intérieur de chaque club, donc les représentants du personnel, c'est un peu la même question. Je ne sais pas si Céline, tu veux... Bonjour Céline. Est-ce que tu veux t'exprimer sur ce sujet-là? Non, absolument pas. Je passe le micro. Aujourd'hui, est-ce que les représentants du personnel font l'objet de pression sur leurs fonctions? Non. Sachant que nous sommes en pleine élection des représentants du personnel qui sont renouvelés actuellement. Non, il n'y a pas de pression. Non. Oui, on a Valérie qui a levé le bras, puis Nathalie. Valérie Contols de la Ligue Île-de-France. Une petite question. Pourquoi les VP ne peuvent pas siéger, et surtout les femmes, puisque nous manquons beaucoup de femmes dans beaucoup d'instances? A-t-on la réponse? Alors, je vais parler sur la question des anciens élus de la fédération. Aujourd'hui, en tant que trésorier, secrétaire et président, on brasse énormément d'informations que n'ont pas toujours tous les autres élus. C'est dur d'arriver à partager l'ensemble des informations dont on est abreuvé au quotidien. Et c'est vrai qu'on a privilégié ces 3 postes-là parce que c'est des postes où l'expérience est peut-être encore plus riche de celle d'administrateur de manière générale. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié ces 3 postes par rapport à la richesse de l'expérience. Et du coup, derrière, pour les clubs, on a fait la même chose. On a Nathalie, la même Christophe question. ensuite. Même question, ok. Donc Christophe. Oui, désolé, j'ai encore une question. Christophe Holman, Occitanie. Est-ce que le Haut Conseil a donné son avis là-dessus ou a donné une opinion sur ce changement de... Le Haut Conseil avait été auditionné à l'époque par Nicolas et Pascal. Alors je ne sais plus qui vous aviez auditionné, si c'était Pierre-Emmanuel. Voilà. Par contre, aujourd'hui, le Haut Conseil n'existe plus. Le Haut Conseil s'est terminé au 31 Le Haut Conseil s'est arrêté d'exister au 31 décembre. Et donc on attendait cette Assemblée Générale pour relancer le processus électoral le plus vite possible pour que l'instance de contrôle reprenne ses travaux. D'autres remarques, questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Donc le vote numéro 17
des dispositions relatives à l'instance de contrôle. Donc c'est aussi un vote statutaire qui requiert la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Le vote est ouvert. Encore 6 personnes. 4, 3. Deux. Plus qu'une. Le vote est clos. Donc le vote est rejeté. 62,8% de voix pour, 336 voix, 37,2% contre, 199 voix. Encore fallait-il les 2/3 pour qu'il soit adopté. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, c'est quoi le numéro ? En vertu de l'article 119, je le lis. Vas-y, Émilie. En cas de rejet d'une résolution, le président peut l'amender avant de la soumettre de nouveau au vote de l'Assemblée générale. Donc, en tenant compte de ce que vous avez exprimé dans vos prises de parole, je vous resoumets cette résolution en rajoutant vice-président sur les clubs et sur la fédération. Oui. Alors, donc, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parce qu'a priori, tout le monde n'a pas entendu. Donc, je disais, compte tenu des interventions que vous avez faites, en vertu de l'article 1.1.9, je vous resoumets une nouvelle résolution où, ici, sur club et anciens élus de la fédération, on rajoute à chaque fois vice-président. Alors Gilles, puis Pierre-Emmanuel. Gilles Castillon, Occitanie. Bon, je vais faire le porte-parole de ce que j'entends autour de moi. C'est la présence de salariés qui pose problème. Voilà, donc tu ne fais pas de modification sur ce point. Non. Pierre-Emmanuel. Oui, moi j'apprécie les changements, mais voilà, on a remis au Conseil sur ce qui était proposé sur le comité de mission. Est-ce qu'on était mûr ou pas? Moi je le laisse à votre appréciation. Après, moi j'acte les 3 votes de la journée, 62% sur les licenciés individuels, 62% sur la limitation des mandats, et de nouveau 70% sur le changement de nom. Donc voilà, moi j'en prends acte à titre personnel, par rapport à ces différents mandats, mais pour le reste, prenez des bonnes décisions pour l'avenir, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure décision actuelle. Bon, elle nous pose d'autres problèmes, puisqu'on a voté que les sportifs de haut niveau, les arbitres, voilà, donc ils ne pourront pas cumuler les rôles, mais est-ce que c'est des mesures d'ajustement qu'il faudra faire à une prochaine Assemblée générale? La question reste posée, et je vous laisse la trancher. Bien, nous allons resoumettre au vote une fois que le vote sera configuré.
L'intitulé n'est pas bon. Alors nous allons suspendre la séance pendant Donc, le temps. On va avoir droit à une nouvelle petite pause. Le président de la séance vient de suspendre la séance et je convoque le conseil exécutif. La séance est à nouveau ouverte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci de rejoindre vos places. Et nous repartons donc sur le vote numéro 17 avec de nouvelles explications de Johan. Bien, merci à vous. Donc le conseil exécutif s'est réuni suite au rejet de la résolution pour vous proposer une nouvelle résolution avec 3 amendements par rapport à la proposition qui vous avait été faite initialement. 2 amendements, pardon, excusez-moi. Donc, la proposition qui a été faite est de passer de 4 collèges à 5 collèges, en rajoutant un collège des anciens élus des organismes déconcentrés, ligues et comités, qui ne sont plus en fonction en ligue, comité, fédé. Donc on est vraiment sur des anciens élus. Comme à la Fédé, c'est bien marqué dans les statuts que les anciens élus de la Fédé, là, ne peuvent plus avoir d'autres fonctions en ligue et en comité. Donc on crée un 5e collège avec un binôme mixte d'anciens élus de ligue et de comité, ça c'est le premier amendement. Le 2e amendement qui est apporté est que sur les 3 collèges de bénévoles du badminton, donc anciens élus de la Fédé, anciens élus des OD et élus de club, on rajoute les fonctions de vice-président, secrétaire général adjoint et trésorier général adjoint. Donc la nouvelle proposition qui vous est soumise. Donc, alors on est désolé, on ne va pas refaire la diapo. Donc, ça sera le même intitulé, avec un 5e collège des anciens présidents, vice-présidents, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint de ligue ou de comité, binôme mixte, qui seront renouvelés dans le premier paquet, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les mandats sont décalés les uns par rapport aux autres, et pour apporter de la continuité sur les acteurs du badminton, les anciens élus des OD passent dans le premier paquet du renouvellement avec les salariés et les personnalités qualifiées. Nathalie. Et pour compléter les propos de Johan, on a dit qu'on changerait le nom d'instance de contrôle, si je peux me permettre, Johan. Et à côté de moi, on m'a conseillé dans mon oreillette instance de conseil. Alors, ceci n'a pas fait l'objet d'une délibération du Conseil exécutif. Nous avons effectivement évoqué le fait que instance de contrôle induit
peut-être une mauvaise interprétation sur le rôle de cette instance-là, qui n'est pas là effectivement pour taper sur les élus, mais pour encore une fois vérifier la réalisation de l'objet social de la fédération et les moyens qui y sont consacrés. Donc sur la dénomination de l'instance de contrôle, enfin voilà, il faudrait une concertation sur le sujet. Oui, oui, Christian Privat, Ligue d'Occitanie, vous maintenez les salariés de la fédération. Vous persistez dans ce sens qui est une des raisons du blocage. Nous avons effectivement soumis au vote le maintien de ce collège-là, et à la majorité, ce collège a été maintenu. Oui, on a une remarque à droite. Laurent Pastorino, Ligue PACA, juste une question. On passerait donc de, si je comprends bien, 8 membres à 10 membres, c'est ça? Fait. Merci. Eh bien, on va passer au vote. Vote numéro 17. Donc, disposition relative à l'instance de contrôle. Encore une majorité de 2 tiers requise pour la validation de ce vote. Le vote est ouvert. Allez, encore 3 votants. Il est parti définitivement? D'accord. Bah, il est là. Il est là, donc il peut voter. Allez, encore 3 personnes. Est-ce qu'il y a des difficultés de connexion? Non? Le vote est clos. Le vote est clos. Donc la proposition est rejetée. 319 voix pour, 62,2%, contre 194 voix, 37,8%. Nous passons donc au vote suivant. Vote numéro 18 sur les modalités d'intégration des éléments de la loi du 2 mars 2022 et ses conséquences pratiques sur les statuts. Donc ça, c'est ce qui vient de la loi. Vous avez la liste de toutes les dispositions qui sont intégrées dedans. La limitation des mandats du président à 3, la limitation des mandats du président de Ligue, la parité au sein des comités exécutifs de la fédération et des CA de Ligue, Bien, est-ce que vous avez des remarques sur ce point numéro 18 ?
On a une demande de parole de Valérie. Si tu me permets, Valérie, je vais donc prendre mes responsabilités. Donc, en vertu de l'article 1.1.9 des statuts de la Fédération, je vais vous resoumettre une troisième fois le vote 17 en retirant le collège des salariés. Donc on reste à 4 collèges. Le collège des anciens élus de la Fédération avec un titre, le collège des anciens élus des organismes déconcentrés avec un titre, le collège des dirigeants de clubs avec un titre et le collège des personnalités qualifiées. Donc sur les 5, on en retire un, mais on retire juste le collège des salariés. Bien, vote numéro 17 pour la troisième fois, disposition relative à l'instance de contrôle, majorité des 2/3 requise. Le vote est ouvert. Attendez, Alors le vote est ouvert. Encore 3 personnes. Bien, 4e fois, mais on est là pour voter, donc votons. Le vote est ouvert. Vote 17 pair à vote à bulletin secret, majorité des 2/3 requises pour sa validation.
Bien, là, donc, le vote est clos. Voilà, c'est adopté, 74,4%. Bien, passons au vote 18, les dispositions obligatoires de la loi de mars 2022. Voyons voir. Pour le vote, il y avait une remarque de Valérie. Valérie, c'est toujours d'actualité. Du coup, avant que Valérie prenne la parole, je détaille l'ensemble des points et puis comme ça, après, Valérie pourra intervenir. Je détaille l'ensemble des points parce que j'avais fait que les 2 premiers. Donc Alors, il faut quand même qu'on aille manger un moment. Donc, s'il vous plaît. Donc, limitation des mandats à 3 de plein exercice des présidents de fédération et des présidents de ligue. Parité dans les conseils d'administration de la fédération en 2024, des ligues en 2028. Rémunération des membres du comité exécutif, ça c'était déjà le cas dans nos statuts, mais maintenant la loi introduit un délai pour voter ça. Création de la commission des sportifs de haut niveau, prise en compte de l'honorabilité, donc il y a plein d'articles dans lesquels on mentionne l'honorabilité. Création de 3 types d'assemblées générales, ordinaires, extraordinaires et électives. Composition des AG électifs, poids électoral des clubs, composition du comité exécutif, élection des représentants des OT et des entraîneurs. Vas-y Valérie, avec un micro. Donc Valérie Contos de la Ligue Île-de-France. Encore une petite question space. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi on doit les voter puisque c'est une obligation si on ne les passe pas? Alors attends, je finis Johan. C'est pas moi qui répondrai donc. Oui, bah, donc, au cas où ça ne passerait pas, je voudrais savoir les conséquences. Voilà, c'est quelque chose d'important parce que, effectivement, si c'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc, il y a 2 choses que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on doit les voter. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Ça me rassure. Il n'y a pas que les mèches. Il y en a d'autres qui ont les cheveux gris qui ne comprennent pas non plus. Non, je ne suis pas la seule. Mais je ne balancerai pas les noms. Et quelles sont surtout les conséquences si on les vote pas? Comme je disais, il n'y a pas de mauvaise question. Donc je vais y répondre bien volontiers. J'espère bien. Non. Alors c'est du droit, hein. C'est pas forcément passionnant, mais la loi vous fait obligation de mettre dans vos statuts le catalogue que vous voyez à table. La loi ne peut pas imposer directement, enfin réécrire les statuts à votre place. De la même façon, quand un peu plus tard, la fédération édictera des nouveaux statuts types pour les ligues et les comités, vous devrez faire une assemblée générale qui les modifiera. Vous n'aurez pas trop le choix, mais vous devrez quand même faire l'exercice. Ça, c'est pour le premier point. Sur le deuxième point, si vous ne votez pas ces dispositions, vous pourrez continuer à fonctionner en tant qu'association, parce que vos statuts ne seront pas contraires à la loi de 1901, premier point. Par contre, à partir du 31 décembre 2024, le ministère va repasser à la moulinette vos statuts pour voir s'ils sont donc conformes, et s'ils ne sont pas conformes, il vous retirera l'agrément. En vous retirant l'agrément, il y a des bricoles financières qui vous arriveront, et vous perdrez la délégation qui va avec. Donc mon conseil, c'est quand même de... Voilà. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord avec certaines de ces dispositions, mais c'est la loi. Voilà. Pas d'autres remarques, passons au vote. Donc vote numéro 18 sur les modalités d'intégration des éléments de la loi du 2 mars 2022 et ses conséquences pratiques dans les statuts. Là aussi, majorité des 2/3 requises. Le vote est ouvert. « 98 sur 100, 99 et 101. Le vote est clos. Donc c'est adopté
à 94,2%. Nous passons au vote numéro 19. Voilà, tout à fait. Donc, les deux derniers votes de la journée, les deux derniers de cette Assemblée générale pour sa partie délibérative, puisque là, on peut se dire quand même qu'on devrait finir ce soir pour les deux derniers votes, et donc demain, on sera sur une partie plutôt de débat prospectif et d'atelier. Donc, les deux dernières résolutions, le vote 19, c'est des modifications statutaires de forme et de simplification sur lesquelles je vais revenir, et le vote 20, c'est des modifications réglementaires de simplification et de forme sur lesquelles je reviendrai à ce moment-là. Donc, dans ce vote numéro 19, il y a une phrase sur l'égalité des gens dans les postes, il y a changement de dénomination, donc de conseil exécutif à comité exécutif. Partout dans les textes, c'était marqué la fédération, l'AFF-BAD, maintenant c'est l'AFF-BAD partout. C'est vraiment pour être exhaustif dans tous les changements. À plein d'endroits, c'est marqué ligue régionale, et donc maintenant on met ligue tout court, parce qu'une ligue ultramarine, ce ne sont pas des régions. Donc maintenant, il y a les ligues et les comités départementaux. Il y a plein de déplacements d'articles du règlement intérieur vers les statuts, donc tout ce qui concerne le CPL, tout ce qui concerne le champ disciplinaire. Il y a des fusions d'articles entre les statuts et le RI qu'on a ramené dans les statuts sur la licence, les cotisations et les commissions. Sur les AG fédérales, donc c'est le point que j'évoquais tout à l'heure, il y avait le conflit entre vous êtes élu pour 4 ans et le nombre de représentants est remis à 0 au 31 août de chaque saison. Donc là, on différencie bien. Le nombre de représentants, c'est au 31 août de l'Olympiade et le nombre de voix que vous portez, c'est au 31 août de la saison précédente. Validation des PV. Donc là, on valide les PV d'une année sur l'autre. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'était débile et que donc on allait vous faire voter ceux qui avaient participé à l'AG par vote électronique. Je ne sais plus si on a mis un délai, mais donc par vote électronique après l'Assemblée générale. Là. Les ajouts de points à l'ordre du jour, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez le droit dans les statuts d'ajouter des points à l'ordre du jour de l'AG ordinaire. Et donc, il fallait que vous soumettiez vos points 3 mois à l'avance. On a réduit. Participation de personnes extérieures. Donc aujourd'hui... donc là, il fallait voter pour que des personnes extérieures aux stricts membres de l'AG, voilà, donc on a supprimé le vote. Et puis, il y avait cette question-là, puisque ce qui a été constaté, c'est que d'une ligue à l'autre, vous n'aviez pas les mêmes pratiques sur la gestion des absences de titulaires. C'est-à-dire qu'il y avait des ligues qui prenaient tous les suppléants, et puis quand vraiment il n'y avait plus de suppléants, ils donnaient des procurations, puis il y en a d'autres qui faisaient d'abord des procurations, et puis après qu'allaient chercher des suppléants. Donc là, ce qu'on vous propose dans les textes, pour favoriser, encore une fois, la présence sur les AG et le partage, de dire c'est d'ailleurs d'abord priorité aux suppléants, et si vraiment les suppléants ne peuvent pas, vous passez seulement après à vos 2 procurations auxquelles vous avez. Sur les organismes déconcentrés, en fait, les statuts types n'étaient jamais mentionnés, donc là on mentionne qu'il y a des statuts types. La gestion de la démocratie participative est confiée à la CSOE. De plus, la CSOE donc maintenant aura le pouvoir de s'auto-saisir et la publication des avis. Sur la commission des éthiques et déontologie, ça, c'est une évolution importante. C'est qu'aujourd'hui, c'est le Conseil exécutif qui nommait la commission éthique et déontologie. Et demain, si vous validez cette résolution-là, ça sera vous qui ratifierez la composition de la commission éthique et déontologie, donc l'Assemblée générale, et plus le Conseil exécutif. La commission éthique et déontologie viendra présenter en Assemblée générale son rapport annuel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ça fait partie des préconisations et du Comité national d'éthique et de la commission d'enquête parlementaire. Pour les CTS et les salariés, impossibilité de voter ou de candidater. Et pour le comité exécutif, donc c'est les membres de droit, la procédure de révocation et le cumul de fonctions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean-François, devant. Jean-François Alinat, Occitanie. J'ai une question par rapport aux organismes déconcentrés et leur statut. Là, je vois que c'est marqué statut type. Jusqu'à présent, on avait des modèles de statut, c'est-à-dire que les comités ou les ligues pouvaient s'inspirer de ces statuts et faire leur statut à partir du moment où c'était compatible avec ces modèles-là. Là, on est passé sur des statuts types. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de valider ces statuts types tels qu'ils sont, c'est-à-dire on remplit les pointillés quand on les reçoit et on ne peut pas faire de modifications, même si elles ne sont pas contraires à ce qui est préconisé, obligatoire, dans la compatibilité avec les statuts de la Fédé. Oui, alors, statut type, c'est le vocable qui est généralement utilisé. Alors effectivement, vous aurez les 3 petits points pour mettre Occitanie, Bretagne et compagnie, mais il ne s'agit pas d'un truc complètement figé. À la marge, vous pourrez adapter vos statuts pour autant qu'ils restent dans le cadre général. Mais de la même façon que, alors c'est pas des statuts types, mais vous avez, ça revient un peu au même, la fédération doit se conformer aussi au cadre ministériel. Voilà, les dispositions statutaires obligatoires qui sont dans le code du sport. Un exemple, on a dit qu'il n'y avait pas de limitation du nombre de mandats des présidents pour les comités départementaux. Donc ce n'est pas imposé par la loi, ça ne sera pas, je pense, imposé par la Fédé. Elle pourrait, même si la loi ne le prévoit pas. Par contre, rien n'empêchera un comité départemental lambda d'inscrire une limitation du nombre de mandats de son président, par exemple. Oui, Nicolas. Oui, en fait, c'est bien des statuts types et non des modèles. Les derniers datent de 2016, donc il y avait déjà la même chose. Il y avait déjà des statuts types depuis 2016 au moins. Là, il y aura des dispositions obligatoires, il y aura des dispositions adaptables, vous aurez des options, et il y aura des dispositions facultatives. Donc en fait, ce sera un peu la même chose que les statuts types des fédérations, mais à l'échelon régional et départemental. En fait, c'est plutôt l'ancien terme qui était inadapté, et c'était déjà des statuts types, si vous voulez. Voilà. Mais avec possibilité d'adaptation. Typiquement sur les élections de votre conseil d'administration, il y a 2 types, il y en a qui sont en scrutin de liste, il y en a qui sont en plurinominal, ça restera au choix. Oui. On t'entend pas bien, Christophe. Allô, ça va? Délai d'ajout des points à l'ordre du jour. Jusque-là, c'était 3 mois, je crois. Et maintenant, c'est pas indiqué le délai maintenant. Je crois que c'est 2 mois. On a réduit d'1 mois. Mais on va vérifier pour répondre à ta question. On va prendre la question de Christophe. C'est bien 2 mois pour les propositions à l'ordre du jour. Merci Nicolas. T'as un petit bouton Christophe pour... C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si je vais arriver à... Christophe Holman, donc Ligue Occitanie. Je ne sais pas si je vais arriver à énoncer clairement ma question. En fait, moi j'aurais aimé qu'il y ait dans les modifications statutaires un article visant à limiter le nombre de délégués qui siègent au COMEX au sein des représentants des ligues, qui représentent au sein des représentants des ligues au niveau de la fédération, lors des assemblées générales. Je m'explique. Là, typiquement, par exemple, en Île-de-France, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le comité exécutif, dans le conseil exécutif, qui sont aussi délégués. C'est le sujet qu'a porté Cécile tout à l'heure. Pardon ? C'est le sujet qu'a porté Cécile tout à l'heure et qu'on a déjà débattu. J'ai dû la squeezer. Ok. D'accord, pas de souci. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote.
Oui, il y a encore une remarque. Il y en a une deuxième. Oui, Patrick Fajol, Normandie. La question, c'est sur le nombre minimum de membres qu'il faut pour le CA d'un comité. Est-ce que vous l'avez laissé à 8 ou vous avez révisé un peu le chiffre à la baisse? Mais ça c'est dans le réglementaire, ça c'est pas dans le statutaire. Donc ça sera sur le vote d'après, Patrick, mais oui, ça a été redescendu. Mais on y reviendra, je crois que c'est dans le... Raphaël qui souhaitait faire une remarque, une question? Raphaël Herzog, Ligue Aura. Je n'ai pas vraiment de questions, mais je veux juste quand même saluer le travail des gens qui se sont penchés sur les statuts réglementaires. L'ayant fait pour mon comité, je sais que ce n'est pas un travail très gratifiant. Et donc j'aimerais, compte tenu du fait qu'il n'y a pas beaucoup de points très politiques dans cette question, mais que c'est quand même une modification des statuts qui demande les 2/3 de l'Assemblée, j'aimerais vous appeler à respecter le travail de l'ensemble de ces bénévoles et à voter pour, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe actuelle ou s'il y a des petits points de détail qui vous posent souci. Parce que dans l'ensemble, je ne vois pas grand-chose à redire sur ces évolutions qui sont des simplifications. Voilà, merci. Et je m'associe à tes remerciements, Raphaël, pour vraiment les équipes qui ont fait un super travail de fond depuis 2 ans. Bien, passons au vote. Vote numéro 19. Juste. Pour les comités, le nombre a été abaissé à 5 membres minimum obligatoire. Merci, Nicole. Donc Patrick, c'était pour... Patrick, c'est passé de 8 à 7. Bien, vote numéro 19. Relatif à l'adoption des modifications statutaires qui viennent d'être présentées. Adoption à la majorité des 2/3, puisque c'est une modification statutaire. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc la mesure est adoptée à 92,9%, 495 voix pour, 38 contre. Je vous remercie. Dernier vote, vote numéro 20. Dernier vote. Donc là aussi, la liste de tout le contenu des modifications, cette fois-ci du règlement intérieur. Donc même chose sur l'égalité des genres, même chose sur le changement de dénomination. L'extension de la période électorale de 2 à 3 mois. La modification des seuils pour la démocratie participative. Donc sur ce point-là, donc jusque-là dans la démocratie participative, donc vous avez 3 dispositifs. L'interpellation, la pétition et le sondage. Les seuils de déclenchement étaient en dur. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, qu'on soit 138 000 ou 204 000, c'était important d'avoir un seuil en relatif. Donc voilà, je crois qu'on est passé à 1 ou 2% du total, et globalement à 200 000, on est sur à peu près les mêmes ordres de grandeur que c'était, mais on est passé en relatif sur les seuils. Déplacement d'articles du règlement intérieur vers des règlements sportifs. Il y avait plein de choses sur les compétitions et les mutations qui finalement faisaient redondance avec le RGC, le règlement des mutations. Sur les AG des OD, donc là c'est pareil, c'est la distinction entre le nombre de représentants est fixé pour l'Olympiade, le nombre de voix est remis à 0 à chaque saison. Il y avait des choses qui n'étaient pas précisées, typiquement, voilà, les représentants régionaux ou départementaux des clubs sont élus dans un certain ordre, donc on attribue les voix du mieux élu au moins bien élu. Il y avait des choses qui n'étaient pas très bien spécifiées là-dedans, et en particulier s'il y avait un déménagement d'un représentant, par exemple un représentant départemental de club qui déménage et qui mute dans un autre département, il ne peut plus représenter
comité départemental aux AG de la Ligue, ce qui est logique. Donc il y avait plein de choses qui sont du bon sens, mais qui n'étaient pas écrites dans nos statuts. La durée de mandat des représentants départementaux de clubs, donc ça on en a parlé tout à l'heure, on passe de 1 an à 4 ans, et le fait que pour les comités départementaux, les bureaux deviennent facultatifs. Il y a des fois, il y a déjà du mal à faire un CA, donc s'ils veulent juste fonctionner en CA, c'est facultatif, on donne cette possibilité-là aux OD. Et puis après, il y a la gestion de campagne en cas de révocation, puisque c'est ce qui a failli se produire en septembre dernier. Rien n'était dit sur les campagnes électorales pour le renouvellement après une révocation. Voilà. Y a-t-il des remarques pour ce dernier vote ? Non, je vous propose de passer au vote. Vote numéro 20. Ah, Didier, sur le fil. Oui, c'est Didier Jacquemin, Île-de-France. J'ai juste une petite question. Il me semblait que dans le cadre de la loi de 1901, il y avait quand même obligation d'avoir un bureau constitué. Il me semblait. Le réunir, c'est autre chose. Mais, donc vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Je peux même vous dire que la loi de 1901 ne vous oblige pas à avoir une assemblée générale et ne vous oblige pas à avoir un président. La loi de 1901, c'est une vieille loi, elle fait une page, c'est pas comme maintenant où la loi, elle dit des tas de choses dont tout le monde... voilà, non, je plaisante, mais non, il n'y a pas d'obligation d'avoir un bureau et une fois de plus, même pas d'un président ou d'une assemblée générale annuelle. Donc, je vous rassure. Oui, mais la fédération vous oblige par contre à faire des assemblées générales et à avoir un président. Hein ? Dernière question, Gilles, oui ? Gilles Castillon, Occitanie. Je vois bureau départemental facultatif. Est-ce que c'est pas aussi pour les organes déconcentrés pour la Ligue ? Le bureau, non, c'est que pour les comités ? J'ai bien semblé qu'on avait sur les deux, donc ok. Non, c'est que pour les comités. Ah, donc pour les... C'est comme la réduction de 8 à 5, c'est que pour les comités, le nombre de membres. C'est pour tenir compte de la réalité d'un comité par rapport à une ligue. Bien, passons au vote. Vote numéro 20, l'adoption des autres modifications réglementaires. Donc là, il ne s'agit pas d'une modification statutaire, donc la majorité absolue des suffrages exprimés suffira pour faire passer cette modification. Le vote est ouvert. Encore 2 personnes. Le vote est clos. Le vote est clos. Donc c'est adopté à l'unanimité. Bien, je vous remercie, vous avez réussi à me décrocher mon premier sourire de la journée. Donc pour autant, je vais évidemment repasser la parole à Sylvain pour suspendre officiellement la séance. L'AG n'est pas terminée, puisqu'évidemment on vous a prévu des travaux demain, puisque un des principaux enjeux, maintenant que les clubs vont voter, c'est évidemment de leur permettre de voter dans les meilleures conditions, de comprendre tout ce qui nous vient d'au-dessus, ce qui est riche, ce qui nous vient du ministère, ce qui nous vient de l'ANS, ce qui nous vient de nos différents contrats. Donc voilà, on aura des temps demain sur la question de l'acculturation des clubs. On aura 2 projections de petits films, l'un sur la carrière des athlètes de haut niveau et l'autre sur les stéréotypes de genre.
Donc voilà, donc on se retrouvera demain matin. On a encore 3 heures ensemble sur cette Assemblée Générale. Je redonne la parole à Sylvain. Bien, je vous remercie pour cette journée. Donc le dîner est prévu à 20h. La séance est suspendue jusqu'à demain.